Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Monde Politique reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Docteur Moumouni Zoungrana. Il est maître de conférence en littérature orale à l'université Joseph Kizerbo. Il est par ailleurs titulaire d'un certificat en lutte contre la radicalisation. Il est également le chef du département du master en littérature orale de l'université Joseph Kizerbo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous qui nous suivez, vous vous souviendrez qu'il n'y a pas très longtemps, il est passé sur notre plateau pour parler de la chefferie traditionnelle et coutumière. Aujourd'hui, nous parlons de radicalisation à monde politique. Alors, de radicalisation, faisons d'abord connaissance des termes. Qu'est-ce que la radicalisation, docteur? Alors, merci bien, monsieur Bougouma, et bonjour à nos chères téléspectatrices et à nos téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous suivre ce matin. Et pour essayer de parler d'une question qui est très essentielle en ce moment pour notre pays. Donc je voulais parler tantôt de la situation la situation du radicalisme. Alors, parlant de radicalisme, il faut comprendre ce mot comme étant c'est un processus et qui peut se définir comme étant le fait qu'un individu ou un groupe d'individus opte pour une idéologie de l'extrême ou bien extrémiste et qui défendent cette idéologie par la violence. Et là, la violence peut être verbale, elle peut être physique, elle peut être psychologique ou bien elle peut être morale. Et toujours est-il que les radicalisés refusent la contradiction. Les radicalisés refusent la différence et les radicalisés considèrent que, en tout cas, son point de vue est sans appel, son point de vue ne doit pas être contredit. Donc, bon, en tout cas, nous sommes dans une logique de la pensée unique. Et le radicalisme aussi, et puis, là où c'est intéressant, le radicalisme et puis le terrorisme, c'est comme deux vases communicantes. Parce que le terrorisme, en quelque sorte, c'est l'aboutissement d'un processus qui commence d'abord par le radicalisme. Et le palier suivant, c'est l'extrémisme. Et enfin, maintenant, on tombe dans le terrorisme. Bon, c'est pourquoi c'est vraiment important et que les gens se rendent à l'évidence que dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est lutter contre le radicalisme et l'extrémisme, puisque ce sont les deux sources-là qui sont en train d'alimenter le terrorisme. Et je suis content que dans notre pays, bon, en tout cas les gens ont commencé à comprendre, d'autant plus que dès les premiers instants, il faut accepter que les gens n'étaient pas dans cette logique parce que le mal avait été mal diagnostiqué, ce qui fait que bon, on cherchait des solutions qui n'étaient pas réellement adaptées. Mais nous sommes contents de constater qu'aujourd'hui, effectivement, dans notre pays, dans beaucoup de services, il y a quand même des cellules qui sont en train d'être créées. Il y a des services qui sont créés, en tout cas, pour lutter contre le radicalisme. Et moi qui vous parle, je viens de rentrer de Turquie où j'ai effectivement fait une formation sur la lutte contre le radicalisme. Et là, bon, nous sommes 5 Burkinabés qui ont bénéficié de cette formation. Et là, on a été accueillis par le ministère de l'Intérieur de la Turquie, où l'institution de la police est vraiment très développée. Là, la cellule qui lutte contre le terrorisme et puis les forces spéciales, bon, à tout de l'heure, nous ont récemment formés pour essayer de voir comment, en tout cas, le radicalisme se manifeste et quelles sont les causes, en tout cas, de ce phénomène-là. Et c'est vraiment un élément très important. Et nous, bon, on salue cette initiative, d'autant plus que désormais, il faut que les gens comprennent qu'effectivement, la lutte contre le terrorisme ne peut pas être... En tout cas, le tout militaire ne marchera pas. Ce qu'il faut faire, c'est travailler d'abord en amont pour que ce qui peut paraître comme élément pouvant conduire en tout cas à la radicalisation ou bien à l'extrémisme, en tout cas puisse s'estomper. D'accord, mais on entend radicalisme, on entend extrémisme. Quelle est la différence entre les deux? Ou bien ça n'a pas la même chose? Il y a une nuance parce que l'extrémisme, c'est le degré un peu plus élevé du radicalisme. Puisque le radicalisme, on quitte
si on prend comme une ligne droite, on va voir qu'on commence d'abord par se radicaliser et on devient extrémiste. Et après l'extrémisme, maintenant, c'est qu'on est à la porte du terrorisme. D'accord. Alors, on attend par radicalisme, après on attend l'expression « il s'est radicalisé ». À quoi est-ce que ça renvoie? Bon, en fait, il s'est radicalisé. Le radicalisme, c'est l'idéologie, c'est l'opinion. Le radicalisé, c'est l'individu. Bon, mais ce qui est important, où je dois quand même m'attarder, c'est les causes. Qu'est-ce qui pousse les gens à se radicaliser? Oui. Donc bon, il y a beaucoup de causes, mais je pense qu'on va ramener dans notre contexte pour que les gens puissent mieux nous comprendre. Parce que lorsque je reste dans la définition du radicalisme, je n'ai pas voulu rentrer dans les définitions académiques, parce que ce n'est pas l'objet de mon propos, mais il faut accepter que le mot a apparu déjà depuis les années 1800, et notamment en Grande-Bretagne, et il a traversé la Manche pour rejoindre la France et ensuite en Suisse. Et là, ce mot-là désignait les partis politiques qui étaient contre la République et qui avaient une position très tranchée, qui voulaient en tout cas, qui n'acceptaient pas le principe que, en tout cas, une démocratie puisse exister. Et là, dans son évolution, le mot a commencé maintenant à intégrer d'autres terrains comme le radicalisme lié à la religion, lié par exemple à la politique, lié à la lutte syndicale, et plusieurs terrains. Et dans le volet politique, il y a ce qu'on a appelé le radicalisme, en tout cas de droite. Là, ça désigne l'ensemble des partis politiques. Il y a beaucoup de partis politiques en ce moment, ça c'est le contexte européen, qui sont vraiment des suprémacistes blancs, qui sont contre les minorités, en tout cas ils sont contre l'immigration, ils sont en quelque sorte un peu racistes. Et le radicalisme de gauche, là, c'est des partis de gauche qui eux aussi sont dans les extrêmes, parce que tout simplement ils sont contre le capitalisme à outrance, ils sont en quelque sorte, c'est comme s'ils se battaient contre l'administration, ils sont contre le libéralisme, et en tout cas c'est des positions aussi très tranchées. Il y a ce qu'on pourrait aussi appeler le radicalisme, j'allais dire unique. Là, c'est récent, c'est avec, en tout cas c'est des regroupements, c'est souvent, la majeure partie des OSC d'ailleurs, qui défendent une cause. Et cette cause peut être par exemple les droits des animaux, ça peut être les droits de la femme, ça peut être la lutte pour l'écologie. Vous avez remarqué récemment qu'en France, il y a des jeunes qui sont allés saccager une cimenterie parce que tout simplement ils pensent que c'est une zone où on ne respecte pas le climat. Il y a des jeunes aussi qui sont allés saccager des œuvres d'art dans un musée parce que tout simplement ils trouvent que dans ces œuvres-là, il y a plus d'attention pour ces œuvres-là que le climat. Donc tout ça c'est des cas d'extrémisme. Mais l'autre radicalisme, c'est le radicalisme politico-religieux. Là, la religion est utilisée comme un fonds de commerce, la religion est utilisée par le politique. Tout est-il qu'il y a un esprit complotiste qui fait que c'est comme si l'État, c'est comme si la République, c'est comme si en tout cas les autorités ils sont contre une religion en particulier et qu'il faut qu'il y ait des héros de la religion qui défendent cette religion-là. Alors, quand je prends tous ces éléments-là dans le contexte burkinabé, si je veux contextualiser, les causes de ce qu'on pourrait appeler le radicalisme est surtout lié, il y a beaucoup de causes, mais les causes saillantes là, c'est surtout la pauvreté. Ah oui. Il y a l'ignorance, le désespoir. Donc pauvreté, ignorance, désespoir. Et l'injustice. Et injustice. Je reviens pour expliquer point par point. Okay. Au niveau de la pauvreté, par exemple, oui. Vous allez remarquer que nous sommes des Africains, nous avons une culture africaine, mais il ne faut pas qu'on se leurre. Cette culture africaine qu'on avait là, en quelque sorte, a été envahie et dépassée, j'allais dire, a été changée par, en tout cas, une culture, des valeurs occidentales. Nous avons adopté d'autres valeurs qui font que les valeurs traditionnelles africaines, en tout cas, c'est devenu c'est comme une nostalgie. Mais dans la tradition africaine, par exemple, vous aurez constaté qu'il y a la primauté du groupe sur l'individu. Ce qui fait qu'il y avait une solidarité très développée. Et cette solidarité-là protégeait les faibles. Cette solidarité protégeait les pauvres. Cette solidarité permettait à l'individu de ne pas se déshumaniser. Il ne faut pas se méprendre.
pouvez croire comme ce que les Occidentaux pensent, que c'est une solidarité qui fait la promotion de la paresse, loin de là. Vraiment, c'est une solidarité agissante, une solidarité humanitaire, intelligente, qui fait de telle sorte que l'individu, du fait de l'absence ou bien du manque ou bien de la misère, ne perd pas sa dignité. Et malgré notre prétendue pauvreté, l'Afrique traditionnelle ne connaissait pas, en tout cas des orphelinats, ne connaissait pas des pensionnats pour personnes âgées, ne connaissait pas des asiles. Alors, bien qu'on prétend que nous sommes pauvres, et d'ailleurs, cette pauvreté est relative, parce qu'il y a quand même 3 types de pauvreté. Il y a la pauvreté morale, la pauvreté intellectuelle et la pauvreté matérielle. Et nous sommes dans la pauvreté matérielle. Mais si vous suivez, les philosophes, ils vous diront que la pauvreté, c'est en tout cas qui peut détruire les humains, c'est la pauvreté morale. Nous ne sommes pas dans cette logique. Donc les Africains ont une certaine valeur qui pourrait permettre à la société de pouvoir vivre en harmonie parce qu'il y avait la solidarité. Mais si vous remarquez dans le contexte actuel, cette solidarité a fait place à l'individualisme. L'individu maintenant qui prime sur le groupe. Sur le groupe. Alors qu'en Afrique, c'est le groupe qui prime sur l'individu. Normalement, ça devait être comme ça. Et comme c'est l'individu qui a le dessus sur le groupe, les biens du groupe sont exploités par l'individu. Conséquent, il y en a qui sont laissés au carreau. Et ces gens, le tissu social est devenu tellement fragile que ces gens-là ne peuvent plus bénéficier d'une quelconque solidarité. Si tu n'as rien, bon, je suis désolé, mais c'est comme si tu n'as rien, et c'est comme si tu ne peux pas vivre. Parce que tout simplement, pour se restaurer, c'est l'argent, et pour dormir, c'est l'argent, pour se soigner, c'est l'argent. Et bon, il y a beaucoup de gens qui sont laissés pour compte. Ces gens-là, ils vont faire comment? Ensuite, il y a la situation d'injustice. L'injustice, malheureusement, dans notre pays, il y a eu des gens qui ont réellement souffert de cette injustice-là, soit venant de la politique, soit venant de l'administration. Et vous ferez le tour du Burkina, vous constatez qu'il y a des gens qui, du fait peut-être de la politique, ont été brimés. Ils ont souffert dans leur chair. Il y en a qui ont perdu leurs épouses. Parce que du fait de la politique, on retire ton épouse, on retire ton terrain. Et vraiment, les gens ne se sentent plus protégés par la République. Et aussi, vous allez remarquer cette injustice-là, se manifeste au début comme c'est l'administration surtout, avec les arbitres, avec les affectations arbitraires. Souvent, le fait que une personne mérite peut-être la place, mais peut-être on a favorisé une autre. Tout ça, c'est des éléments qui créent une situation de déséquilibre qui fait que l'individu ne se sent plus concerné par la République, qui voit la République comme une marâtre, mais non pas comme une mère. Et malheureusement, cette injustice-là, qui était plus concentrée, en tout cas dans les villes, parce que les gros bonnets de la politique et de l'administration s'y trouvaient, s'est étendue dans nos villages, avec la communalisation intégrale, mais aussi, il y a un aspect que j'aime souligner ça, c'est la prolifération des mines. Cet aspect-là, je suis désolé d'en parler parce que je suis d'accord qu'on industrialise les mines. C'est bien. Mais pour moi, ce n'est pas de cette manière que les choses devaient être faites. Et ce que je n'ai pas dit, j'ai fait une formation au Ghana sur la question des mines et par rapport à la protection de l'environnement. Le Grand Ghana, qui a une tradition minière, jusqu'en 2012, en tout cas, le Ghana n'avait que 3 mines industrielles. 3 000, pas plus, pas moins. Industriel. 3 000 industriels. Jusqu'en 2012. Après 2012, je n'ai pas suivi. Là, je ne peux pas me prononcer. Mais jusqu'en 2012, le Ghana avait 3 000 industriels. Parce que tout simplement, le principe, c'est quoi? Le minerai, ce n'est pas quelque chose qui est extensible à souhait. Il y a une quantité qui est là. Une fois que c'est fini, c'est fini. Donc, il faut, on ouvre au moins 3 sites. En tout cas, un certain nombre de sites qu'on exploite judicieusement. Et une fois que ces sites-là, sur les minerais commencent à finir, on ouvre encore, en tout cas, un autre site. Mais au Burkina, nous, on a ouvert combien? C'est 13 ou 17. 17. Les gens ont c'est vrai que quelques-unes ont fermé, mais c'est 17 quand même. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et malheureusement, ces mines-là, les jeunes qui exploitaient l'or de manière artisanale,
il y a beaucoup de villages qui sont développés. Des jeunes sont devenus riches. Il y en a qui ont construit des maisons à niveau. Il y en a qui ont construit, qui ont acheté des véhicules. Il y en a qui ont ouvert des boutiques. Et tous ces jeunes-là sont mis sur le carreau. Et ce qui est malheureux, c'est que quand ces mines-là s'installent, c'est des terres cultivables que ces mines les récupèrent. Mais c'est dit dans le cahier de charges que les mines qui s'installent doivent travailler non seulement à protéger l'environnement, mais aussi travailler à ce que les jeunes là qui sont dans ces périmètres-là, comme les terres ont été récupérées, que ces gens-là soient, en tout cas on favorise l'emploi de la main-d'œuvre locale, ce qui n'a pas été fait. Donc vous avez des jeunes qui ont pris goût à l'argent, qui travaillaient, qui aujourd'hui, les terres ont été récupérées. Non seulement ils ne sont pas, c'est des gens que les mines n'ont pas recrutés, mais aussi les terres cultivables ne sont pas là. Ces jeunes-là, ils font comment? Ils sont assis. Et ils sont dans la misère. Et comme ils sont dans la souffrance, ils sont sensibles à tout. Et souvent à certains types de discours. Et là, moi je trouve que ce problème mérite d'être résolu pour que nos jeunes ne tombent pas dans la radicalisation. J'ai tantôt parlé aussi de l'ignorance. Ouais. L'ignorance là, je reviens au niveau des religions. Je n'indexerai pas une religion en particulier, mais la majeure partie des religions abrahamiques là, qui sont arrivées ici, bon, les gens ont intégré, beaucoup de gens, beaucoup d'adeptes ont intégré les religions sans même connaître les principes de la religion. Quand je prends cas, par exemple, au niveau des chrétiens, bon, pour les catholiques, je comprends un peu parce qu'au moins pour être catholique, bon, il y a au moins 3 ans de formation, et 4 ans de formation pour les adultes et 6 ans pour les enfants. Bon, mais si vous prenez par exemple la religion protestante, pour être protestant, il suffit seulement de se confesser et on est protestant. On part à l'église et après on apprend dans l'État. Donc, c'est tous ces gens-là qui partent à l'église, il y a combien qui maîtrisent la Bible? Quand vous prenez par exemple la religion musulmane, bon, pour devenir musulman, il n'y a pas une école pour ça. Il suffit seulement, bon, en tout cas dans nos villages, je ne sais pas si ça a changé, bon, vous voyez l'imam, on vous rend la tête et vous apportez la cola, vous êtes musulman, on vous donne un nom et déjà on vous apprend à prier. Il dit, est-ce qu'ils connaissent le Coran réellement? Est-ce qu'ils savent lire en arabe? Ils savent écrire en arabe. Donc il y a combien qui sont musulmans et qui ne maîtrisent pas le Coran? Alors, donc presque toutes nos religions abrahamiques là, la majeure partie sont dans ces religions, mais ils ne maîtrisent pas, en tout cas, les fondamentaux de la religion. En fait, pas qu'ils ne veulent pas faire, pas qu'ils... bon, si je ne dis pas qu'ils ne pratiquent pas la religion, ils ne pratiquent pas la religion avec foi, non, je ne dis pas ça. Mais ils ont des difficultés parce que les fondamentaux, en tout cas, de la religion, ne maîtrisent pas. Si vous êtes catholique et vous êtes protestant et vous ne maîtrisez, si vous êtes chrétien et vous ne maîtrisez pas la Bible, bon, votre référence est où? Et c'est quoi? Si vous êtes musulman et vous ne maîtrisez pas le Coran, votre référence est où? Donc, la majeure partie de ceux qui sont dans ces religions-là, bon, ils sont là et ils, en quelque sorte, c'est ce que leurs maîtres les auraient, ce que les maîtres les auraient enseigné, bon, c'est ça qui est la référence. Et là, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui est modéré, naturellement, vous allez aussi être, en tout cas, adopter la position de votre maître. Ensuite, il y a aussi le désespoir. Le désespoir, c'est quoi? C'est le fait que quand toutes ces conditions réunies, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'injustice, bon, l'horizon est bouché. Vous avez des jeunes qui sont là, et le tourisme s'intéresse plus à la jeunesse. Vous avez des jeunes qui sont là, qui n'ont pas d'emploi. Et au niveau des études, ils ont des difficultés parce que la majeure partie de nos étudiants rencontrent des difficultés sérieuses pour pouvoir normaliser leur année. Et ceux qui ont fini, ils n'ont pas d'emploi. Et ces jeunes-là, ils sont en train de grandir. Ils ont 20 ans, et 25 ans, 30 ans. Bon, il faut se marier. Bon, il faut avoir des enfants, alors qu'eux-mêmes, ils ne peuvent même pas se nourrir. Donc, quand ils scrutent l'horizon, il n'y a pas d'espoir. Donc, tous ces éléments-là créent une situation psychologique difficile, en tout cas pour la jeunesse, de telle sorte qu'ils sont sensibles, en tout cas, à tout discours qui a tendance à montrer qu'effectivement, la cause de leur souffrance est peut-être l'État. Alors, donc, l'ensemble de ces éléments-là font que l'individu devient fragile psychologiquement. Et par conséquent, il est sensible à tout discours qui a tendance à montrer que le bouc émissaire, c'est telle personne ou c'est l'État. Et en ce moment, les positions commencent à se radicaliser.
Alors, donc, sommairement résumé, bon voilà, quels sont en tout cas les éléments sur lesquels en tout cas, c'est-à-dire les groupes extrémistes s'appuient pour pouvoir en tout cas pour recruter. Parce que, et là, on reviendra pour montrer à quel point, en tout cas, quelles sont les stratégies qu'ils utilisent, en tout cas, pour pouvoir toucher, en tout cas, cette jeunesse-là. Justement, madame, monsieur, vous êtes sur l'émission Monde Politique de la radio Watt FM. Pour ceux qui nous suivent à la radio, sachez que notre invité du jour, c'est Dr Moumouni Zoungrana. Il est maître de conférence en littérature orale à l'université Joseph Kizerbo. Alors, nous parlons de radicalisation aujourd'hui, effectivement. Vous avez donné les causes. Il y a aussi les manifestations. Vous avez dit qu'elles se manifestent parfois de façon violente, psychologique ou morale. Alors, je veux m'attarder sur psychologiquement, comment est-ce que nous pouvons avoir les éléments de cette manifestation psychologique ou morale de la radicalisation. Sur la question de la violence, là au moins, on a plus ou moins idée de ce que c'est. En fait, les groupes extrémistes sont très intelligents, très bien structurés, très bien organisés. Et lorsque toutes ces conditions que je viens de citer, pauvreté, désespoir, injustice, toutes ces conditions sont réunies, qu'est-ce qu'ils font? Et ils vont proposer un autre modèle de société. Ou, en tout cas, ils vont se montrer comme le dernier recours. C'est comme l'individu dans la société, en tout cas dans sa société, semble être rejeté et laissé pour compte, et ils viennent comme au secours. C'est pourquoi ils vont s'appuyer sur la famille. Ils vont s'appuyer sur les groupes d'amis. Ils vont s'appuyer sur les réseaux sociaux. Ils vont s'appuyer sur les manifestations de masse. Ils vont s'appuyer sur la religion, sur l'ethnie, pour pouvoir se rapprocher, en tout cas des personnes qui sont psychologiquement fragiles du fait soit de l'ignorance, du fait soit de la pauvreté, du fait soit de l'injustice. Et quand ils vont s'approcher, pas le truchement de ces instances que je viens de citer là, s'approcher de l'individu, c'est eux qui vont apporter secours à l'individu. Et ce mécénat-là, c'est comme vraiment du mécénat, et ils protègent, ils accompagnent, ils sont au secours. Ce que la société n'a pas pu offrir à l'individu, ils vont tenter de le faire, mais c'est un appui de façade. Et si vous avez remarqué dans le domaine religieux, par exemple, les chiffres parlent. En tout cas, vous prenez au Burkina en 2017, il y a eu 317 associations à caractère religieuse qui ont été créées. Et là, c'est 317. Et là, c'est ceux qui ont l'air récépissés. En 2017. En tout cas, c'est les associations à caractère religieux corporatistes là, ils sont 317. Ça, c'est ceux qui sont reconnus. Et ceux qui sont pas reconnus. Mais toutes ces associations-là reçoivent des financements. Ces financements viennent d'où? Et ces financements, ce n'est pas des financements, ce n'est pas innocent. Et c'est des financements qui sont conditionnés. Vous prenez ces financements, vous changez de mode de vie, et avec tout ce qu'il y a comme vision. Et ces structures-là, comme effectivement l'individu a été ciblé, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire ce qu'on appelle la politique de l'écellement. C'est-à-dire on va créer un vide maintenant autour de l'individu. C'est-à-dire on l'a identifié parce que c'est quelqu'un qui est fragile psychologiquement du fait des éléments que je viens de citer. On va l'isoler et en quelque sorte le retourner contre sa famille. Donc la personne va commencer à s'écarter de sa famille. La personne va commencer à s'écarter de ses amis. Va quitter ses... On commence à dire qu'il a changé. Il commence à changer. Et en ce moment, l'individu devient tout seul. Et il ne jure que par son groupe qui l'aide. Il commence même à défendre les idées du groupe. Parce que tout simplement, il trouve que la vraie vie, c'est avec en tout cas ce groupe-là. Et si vous avez remarqué, dans le contexte du Burkina Faso,
Il y a combien de financements? Heureusement, ça aussi il faut dire la vérité aux gens. Heureusement que ces derniers temps, avec l'ex-ministère des Affaires religieuses et puis, non, avec le MATDS, je pense qu'ils sont en train de réglementer cette sorte que quand il y a une association qui se crée, les sources de financement, il y a une certaine traçabilité. Donc, les manifestations là, les signes qui puissent montrer qu'une personne c'est arrivé à votre question, est radicalisée, ce sont ces différents éléments là. D'abord, vous allez voir que c'est quelqu'un qui va changer totalement d'amis. Ses anciens amis, ses amis d'enfance là, les personnes avec qui, en tout cas, il a l'habitude de sortir, il va commencer à changer. Et il intègre un nouveau groupe. Et ensuite, d'autres signes visibles qu'on peut détecter, bon, il y a des choses anodines quoi. Il peut changer son mode vestimentaire. En fonction du mode vestimentaire du groupe. Ensuite, il va changer son mode alimentaire. Et il y a beaucoup de choses anodines qu'il ne fait plus. Il refuse de regarder la télé parce qu'il trouve que la télé, bon, en tout cas, il trouve que c'est l'effet de Satan. Il refuse même d'écouter la musique. Ceux qui faisaient du sport collectivement, il y en a qui abandonnent. Et certains quittent même leur emploi. Et s'ils sont élèves ou étudiants, ils abandonnent. Et quand on va remarquer aussi que c'est des gens qui aiment, en tout cas, quand on prend par exemple les réseaux qu'ils fréquentent, on remarquera que non, en tout cas, ils visitent beaucoup les sites terroristes ou bien les sites radicalisés. Et à partir de ces signes-là déjà, on peut commencer à constater que c'est quelqu'un qui est en train de quitter donc, sa situation normale pour se radicaliser. Et c'est mieux, en tout cas, qu'on le stoppe avant qu'il ne devienne extrémiste. S'il devient extrémiste, c'est qu'il est un peu dans la logique maintenant de rentrer dans le terrorisme. Et quand c'est moral, la manifestation d'un radicalisme sur le plan moral? Bon, naturellement, c'est surtout le vide autour de la famille, puisque la famille peut être un élément qui peut protéger. Malheureusement, si la chose est mal gérée, l'individu s'écarte totalement de sa famille. Et en quelque sorte, il trouve que les valeurs défendues par la famille depuis la nuit des temps, bon, ces valeurs sont dépassées ou bien les gens sont dans l'erreur. Et moralement, dans un service, on constaterait que bon, c'est quelqu'un qui est renfermé sur lui-même, ne fréquente plus les amis, il ne cause plus avec eux. Bon, c'est que les gens ont l'habitude de faire. Et c'était une situation normale. Lui, il trouve que c'est déplacé. Et il y a beaucoup de comportements qui relèvent de nos valeurs que les gens abandonnent. Il y a combien de gens qui refusent par exemple de faire la parenté à plaisanterie parce que tous ils trouvent que ça relève de la tradition, c'est du charlatanisme. Pourtant non, ça n'a rien à voir avec la religion. Alors, donc, bon, tous ces éléments-là, ce qui est intéressant, et à cette étape, je pense qu'on peut toujours sauver l'individu. À cette étape-là, il est toujours récupérable. Il est toujours récupérable parce que il n'est pas dans l'extrémisme. Parce qu'il y a une étape où, quand il va intégrer, il va commencer à épouser les idées du groupe extrémiste qu'il a coopté. Quand il va commencer à défendre leur point de vue, bon, l'individu ayant rejeté sa famille, ayant rejeté ses amis, se retrouve seul. Donc, en tout cas, son salut relève maintenant de son seul groupe. Et là, comme ces structures sont bien organisées, on va commencer à les responsabiliser. Et là, quand on les responsabilise, ça suppose que lui, il est devenu un des acteurs. Et à cette étape-là, s'il n'est pas récupéré, bon, il peut commencer à poser des actes. Et là, c'est un point de non-retour, d'autant plus qu'il est autant, parce qu'il ne peut plus dénoncer, puisqu'il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille. Et malheureusement, du fait qu'il soit responsabilisé, ça veut dire maintenant qu'il lui aussi est en même temps responsable en tout cas de ce qui se passe. Donc il est obligé de rester dans les groupes malgré lui. D'accord. Vous êtes à l'émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Monde Politique se poursuit avec notre invité, Dr Moumouni Zoungrana, maître de conférence en littérature orale à l'université Joseph Kizerbo. Alors, docteur, nous continuons notre émission. Maintenant,
il y a la stratégie de recrutement. On a vu les causes, mais il y a aussi la stratégie de recrutement. Comment est-ce que le recrute? Alors, le recrutement, c'est comme je l'ai dit, d'abord la première étape, c'est travailler à identifier des individus qui sont fragiles psychologiquement. Bon, cette fragilité, je l'ai tantôt dit, ça peut être lié à cause que je viens de citer, la pauvreté et puis le désespoir. Et une fois que l'individu a été identifié, il faut isoler l'individu pour qu'il y ait un vide autour. Oui, mais justement, comment ce vide-là se crée? Ce vide-là se crée par... Ce vide-là, en fait, on explique à l'individu que sa situation, puisque c'est quelqu'un qui est dans une... Soit la personne est dans la pauvreté, soit la personne est dans une situation où il a un mal-être. C'est des gens qui ne sont pas une pauvreté matérielle en tant que telle. Non, il y en a qui ne sont pas une pauvreté matérielle. Il y en a qui sont là, ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas compris, surtout avec les adolescents qui ont une certaine crise. Alors, donc, ce sont ces gens-là qui vont commencer, non seulement, ils vont tenter de le comprendre. Et puis, au fur et à mesure, on lui explique que sa situation est due peut-être à une tierce personne. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a des difficultés avec ses parents, parce que vous savez que souvent avec la famille, bon, à un certain âge, bon, les parents et les enfants ont des difficultés de cohabitation. Parce que tout simplement, l'enfant ayant eu à l'âge, avec la crise de l'adolescence, l'enfant a tendance à vouloir s'affirmer. Et le père le tempère pour lui dire non, bon, il faut opter pour telle voie et non pas telle autre. Donc il y a souvent des tensions. Mais ces groupes, surtout si ce n'est pas le biais de la famille, s'il y a un membre de la famille qui est affilié au groupe terroriste ou au groupe extrémiste, c'est cette personne-là qui va regarder autour de lui quel est en tout cas l'enfant dans la famille là, qui est fragile psychologiquement, que lui peut exploiter. Parce que cet enfant a des difficultés avec la famille, bon, c'est lui qui sera le dernier recours. Et il va tenter d'expliquer à l'enfant la situation dans laquelle il vit, et tout en montant l'enfant contre les parents. Et au fur et à mesure avec le lavage des cerveaux, l'enfant se retrouve totalement isolé de la famille parce que bon, il a coupé les ponts avec la famille. Et ce que je n'ai pas dit, comme la majeure partie c'est des jeunes, il y en a qui sont déplacés soit pour aller chercher de l'emploi, soit pour aller pour des études. Parce qu'il y en a qui sont allés aux études, qui sont revenus complètement changés. Tout à fait. Qui ont fait épouser un autre groupe. Voilà. Parce que quand ils arrivent, ces groupes-là vont envoyer des émissaires dans les gares, dans les marchés, dans les écoles. Ils sont là comme vous et moi, ils se promènent, mais ils sont les premiers à porter secours. Et quand, imaginez par exemple, quand tu quittes ton village, tu viens dans une grande ville où tu ne sais même pas à qui t'adresser. Et bon, les difficultés se dit au quotidien, par exemple, demander un service demander un service par exemple, ou bien chercher un logement par exemple. Bon, en tout cas, des petites difficultés comme ça. Et quelqu'un est là, c'est lui qui te porte secours. Bon, il t'accompagne volontairement, il cause avec toi. Bon, et comme tu ne connais personne dans ton entourage, bon, c'est lui qui est ton premier ami. Et par le réseau maintenant, soit de la religion ou bien de l'ethnie, bon, il s'est approché de toi et il va commencer maintenant à s'aimer petit à petit les germes, en tout cas de la radicalisation. Et c'est comme ça que l'individu se trouve redevable à cette personne-là. Et si vous avez remarqué, dans nos pays, cette situation, c'est comme si, bon, quand on parle, c'est comme si c'est le propre des Européens. Pourtant non, dans nos portes, ça est déjà là. Les gens se sont... Donc, c'est-à-dire que c'est le même système de recrutement, que ce soit un parti politique, une organisation religieuse ou toute autre organisation radicale, c'est à peu près la même... C'est à peu près la même, parce que même les... Bon, ce n'est pas des partis politiques qui sont radicaux. Oui, il y en a aussi. Les partis politiques qui sont radicaux, ces partis politiques-là procèdent après de la même manière. Parce que ce que je ne dis pas aussi, c'est qu'il y a beaucoup qui suivent le profil des jeunes sur les réseaux sociaux. Ah oui. Et à partir de la manière dont ils communiquent, les sites qu'ils fréquentent, on peut déjà identifier quelqu'un qui a des difficultés psychologiquement, qui est facilement influençable. Et en ce moment-là, ce sont ces gens-là qu'on récupère rapidement. Et puis bon, on essaie en tout cas de les formater en quelque sorte pour les retourner contre la société, et à un certain temps, bon, ils n'ont pas d'autre voie de recours que de rester dans ces groupes-là.
D'accord, donc c'est comme ça que le recrutement se fait. Mais dans notre contexte actuel, est-ce que sur le plan politique, on a des radicalisés? Bon, sans citer de nom, je ne citerai pas de nom. Oui. Moi, je suis un scientifique et je suis obligé de dire ce qui est. Je ne dis pas ce que les gens veulent entendre. Et je suis désolé, bon, je pense que le radicalisme est une réalité au Burkina Faso. Sur le plan politique d'abord, sur le plan politique, je peux affirmer qu'il y a des partis politiques, la politique s'est radicalisée au Burkina. Ne serait-ce que prenez l'exemple des élections municipales. Il y a eu combien de communes où il y a eu mort d'hommes? Normalement, ça ne devait pas être comme ça. Celui qui trouve qu'il a été lésé, mais il y a des voies de recours. Mais les gens, il y a combien de gens qui ont été lynchés, des cours ont été brûlés, des biens saccagés du fait de la politique. Voilà. Donc, dans la politique, il y a une forme de radicalisation. Dans la lutte syndicale, il y a une forme de radicalisation. Il y a combien de fois vous avez vu des grèves qui ont eu lieu et ceux qui ne veulent pas aller en grève sont contraints de rentrer à la maison parce que tout simplement les portes ont été fermées par une tierce. Et vous avez même vu qu'il y a un ministère où il y a une dame qui a été giflée parce que tout simplement elle voulait rester au service. Je ne citerai plus de nom, mais ça, c'est la presse. Ce sont les éléments de la radicalisation. Tout ça, c'est une forme de radicalisation. Ensuite, quand vous prenez par exemple au niveau des OSC, et là aussi une forme de radicalisation. Regardez les lynchages, j'allais dire sur les réseaux sociaux. On a même appelé au maire certaines personnalités, soit politiques, soit de la société civile, ou bien des journalistes. Il y a combien de gens qu'on a appelés on a appelé les gens au meurtre. Donc c'est la preuve que, en tout cas, la radicalisation est une réalité. Dans la religion aussi, il ne faut pas avoir peur des mots. Notre société se radicalise. Parce que tout simplement, si vous avez remarqué, au Burkina, ici, il y a des gens qui partaient à la prière avec une machette sous l'aisselle. Ça, c'est connu de tous. Il y a une mosquée même qui avait été détruite à Ouagadougou ici. Et au niveau des protestants, il y a une église protestante qui a été saccagée. Au niveau des traditionnalistes, on a vu à Bogo des gens qui imposaient des allumettes parce qu'ils veulent brûler les masses qui traversaient, en tout cas, des lieux de culte. Donc la radicalisation est une réalité au Burkina. Ce qu'il faut faire, c'est travailler à ce que on ne tende pas. Bon, je me demande même si on n'est même pas vers l'extrémisme. Parce que quand vous écoutez les discours qui sont distillés sur les réseaux sociaux, quand vous écoutez les discours que les gens véhiculent en ce moment, je pense que la cohabitation pacifique entre les religions est en train de s'effriter. Heureusement que, en tout cas, les différents leaders, que ce soit au niveau des musulmans, que ce soit au niveau des catholiques, que ce soit au niveau des coutumiers, les leaders, et en tout cas, ils sont restés soudés et ils distillent la bonne parole. Sinon, je pense que ça allait être plus compliqué. Mais là où il faut aussi relativiser, là, les griefs sont contre vraiment l'État. Parce que j'ai parlé tantôt de l'injustice et de l'impunité. Quand vous prenez par exemple la ville de Ouagadougou et puis presque les grandes villes du Burkina Faso, lorsqu'ils ont fait les différents lotissements, les lieux de culte ont été déterminés et puis réservés. Mais malheureusement, du fait de la cupidité et, j'allais dire, de la corruption de certains maires, ces lieux de culte ont été parcellés, ces réserves ont été parcellées et vendues. Mais l'homme ne peut pas vivre seulement de pain et d'eau. Il faut la spiritualité. Ces gens-là doivent aller prier où? Conséquence, des gens ont acheté des parcelles à usage d'habitation pour transformer en mosquée ou en église. Mais vous êtes d'accord avec moi que lorsque votre mur mitoyen c'est une église ou une mosquée, il y a des nuisances sonores forcément. Et quelle que soit ta capacité, en tout cas de maîtrise de soi, tu finiras par t'exploser. Et là, tout ça là, ça crée une situation où, bon, en tout cas, ça fragilise le tissu social. D'accord. Ça fragilise le tissu social. Nous poursuivons notre émission. Alors, nous allons parler perspective. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, et pour lutter contre un mal, il faut identifier les causes. Les causes sont déjà identifiées au Burkina Faso. Oui, ça, on le sait. Okay. Ce qu'il faut faire, c'est travailler à ce que les services sociaux de base se développent. Que au moins la population et la lutte contre la pauvreté soit réellement une réalité. Pour que ces jeunes-là, pour donner de l'espoir à la jeunesse, pour que ces jeunes-là puissent penser qu'une autre vie est possible, afin qu'ils ne tombent pas, en tout cas, dans les mains des radicalisés. Aussi, ce qu'il faut faire, il faut réellement lutter contre l'impunité. Parce qu'il n'y a rien de plus grave que quelqu'un
qui sait qu'il a raison, mais du fait qu'il soit pauvre, en tout cas, il ne peut pas avoir, on ne peut pas lui rendre justice. Ça, c'est très dangereux, ça radicalise, ça amène l'individu à comprendre, à prendre son pays, à ne pas se considérer comme, en tout cas, un fils de la République. Et il y a un autre élément qui est capital. Et il faudrait que les prêches, que ce soit à l'église, à la mosquée, il faudrait que ces prêches-là soient contrôlés. Contrôler, ça veut dire quoi? Ce n'est pas à l'État de le contrôler, mais il y a ce qu'on appelle l'Observatoire national des faits religieux, ONAFAR, qui est une structure intelligemment constituée. Et là, ça peut battre l'État parce que cette structure-là peut jouer un rôle très important dans la lutte contre la radicalisation. Et ce qu'il faut faire, c'est dynamiser cette structure pour la permettre de se déployer dans toutes les communes du Burkina Faso. Parce que dans le domaine de la religion, il ne s'agit pas à l'État d'aller contrôler les dogmes de la religion. Parce que nous sommes dans un pays laïque et l'État n'a pas à s'y mixer dans une religion. Mais ce qu'il faut faire, la pratique de la religion dans l'espace public, l'État peut réglementer ça. C'est pourquoi, lorsque je parle du contrôle des prêches là, l'ONAFAR, qui est une structure issue, qui est un rassemblement en tout cas de toutes les structures, de toutes les religions, en tout cas reconnues au Burkina, l'ONAFAR peut jouer ce rôle-là. Et à ce moment, ils vont permettre, en tout cas, ils vont contrôler les prêches qui se disent pour attirer l'attention, en tout cas, de ces prêcheurs-là. Parce que cet aspect est important. Et là, il faut saluer le travail formidable qui est fait par la FAIB et avec les selfies qui contrôlent dans toutes les mosquées, en tout cas, relevant de cette structure-là. Bon, je ne sais pas, en tout cas, ils tendent de travailler à ce que les prêches soient, j'allais dire, ce soit les mêmes prêches qui se déroulent dans toutes ces mosquées, de telle sorte que les premiers responsables soient informés de ce qui se fait. Parce que c'est le contexte national qui l'exige. Bon, il y a 2, 3, 4 ans, il y a 5 ans derrière nous, bon, tout ça, ce n'est pas des questions, préoccupantes. Mais à l'étape actuelle des choses, il faut que les gens se réveillent pour que la religion qui doit être source de cohésion sociale, la religion qui doit rapprocher les hommes ne soit pas conflictogène. Il y a aussi un travail formidable qui est fait par les CVM, les conférences épiscopales Niger, Burkina-Niger, oui, qui aussi organise beaucoup de conférences sur le dialogue interreligieux. Et ça, c'est très intéressant. La FEMO aussi, en tout cas, toutes ces structures-là, que ce soit aussi le Conseil supérieur de la chefferie traditionnelle, toutes ces structures-là s'organisent, en tout cas, pour animer des conférences par-ci, par-là, pour que, en tout cas, je ne dirais pas de prendre ceci là pour pouvoir travailler ce qui est la cohésion sociale. Ça, c'est très important. Bon, ce qu'on peut faire aussi, il faudrait que, comme ce que la Mauritanie a eu à faire, former les imams. Okay. Et il y a un certain nombre d'imams qui maîtrisent très bien le Coran et ils disent la religion réelle, c'est que la religion, ils disent la religion telle que, en tout cas, elle est véhiculée par, en tout cas, le Saint-Coran. Bon, ces imams-là peuvent, en tout cas, déconstruire, en tout cas, le discours radical et le faux discours qui est véhiculé par les groupes extrémistes là. Et là, ces imams-là peuvent fréquenter les chaînes de télé, de radio, pour pouvoir véhiculer, en tout cas, la vérité de la religion, pour pouvoir dire ce qu'est la religion réellement, pour ne pas laisser seulement les prêches là à des gens qui ont des agendas cachés. Et si vous avez remarqué, de 2017 jusqu'à maintenant, le Burkina a reçu près de 700 prêcheurs venus. D'ailleurs, c'est des prêcheurs de tout Akabi qu'on ne maîtrise pas. Et il y en a même qui sont cités comme étant extrémistes. Bon, heureusement que tout ça, c'est en train d'être régulé pour, en tout cas, réglementer la chose. Donc, moi, je pense que les religieux peuvent jouer un grand rôle. Parce qu'il va même de la survie de la religion. Toutes les religions sont des religions de paix. Quand vous voyez par exemple aujourd'hui l'islam qui est indexé un peu partout, c'est une religion de paix, c'est une religion d'amour. Malheureusement, certaines personnes ont galvaudé en tout cas cette religion-là et ils l'exploitent à d'autres fins.
qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que nous sommes tous des croyants. On sait que, je prends l'exemple de ce qui se passe en Afghanistan en ce moment, où on a interdit aux étudiants de fréquenter les universités. On a interdit aux étudiants le savoir. Mais c'est Dieu qui a créé les hommes et c'est Dieu qui a mis dans ça comme une intelligence. Si Dieu voulait que les humains, que les femmes, entre griffes, soient des abrutis, donc Dieu n'allait pas en tout cas les créer comme des humains. Pourquoi, quand vous prenez par exemple le monde animal, pourquoi le monde animal ne peut pas... Bon, entre griffes, l'animal n'a pas de conscience. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Si Dieu voulait aussi que les femmes n'aient pas accès au savoir, il allait faire de telle sorte que les femmes ne puissent pas réfléchir. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, ça, on sait que ce n'est pas l'islam comme ça. Parce que tout simplement, la femme a sa place dans l'islam. Et la femme n'est pas celle que, en tout cas, on nous la présente aujourd'hui en Afghanistan. Donc, moi, je trouve que c'est aux leaders de religion, d'ailleurs, de véhiculer la bonne parole pour que les gens puissent faire la différence entre la religion... entre la religion recommandée par les Écritures saintes et la religion galvaudée, bon, qui est véhiculée par, en tout cas, une couche là, qui veut l'exploiter à des fins soit économiques ou à des fins politiques. D'accord. Peut-être le dernier élément, oui, les perspectives. Oui. Les perspectives surtout, je sais qu'avec l'ex-ministère de la Réconciliation nationale et l'ex-ministère des Affaires religieuses et coutumières, il y avait des centres de radicalisation qui étaient en perspective. Moi, je pense qu'il faut aussi accélérer ce domaine-là pour permettre, en tout cas, ces centres d'être fonctionnels et permettre à nos enfants qui se sont trompés, nos enfants qui sont dans les mains de terroristes ou de groupes extrémistes, là, bon, plus rejoindre ces camps-là bon, pour pouvoir subir, bon, j'allais dire, pour pouvoir bénéficier en tout cas d'une déconstruction qui les permettrait de se déradicaliser pour pouvoir réintégrer la société. D'accord. Ok, donc il y a ce travail à faire sur le plan de la déradicalisation, oui, sur le plan religieux et tout, mais il y a aussi cette radicalisation politique qui est en train de prendre. Là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est les textes qui doivent parler. Il faut que les textes parlent. Et moi, à mon avis, l'État ne doit pas avoir peur, j'allais dire, de suspendre et même aller loin, et en tout cas, destituer un parti qui compromet l'unité nationale. Okay. Parce que la politique est noble, mais la politique mal employée peut être destructrice. Et je pense que si ce côté, l'État ne doit pas lésiner. C'est un petit politique, heureusement, au Burkina, il n'y a pas un parti qui s'est inscrit dans la logique, en tout cas, de la radicalisation à outrance, même si par-ci, par-là, il y a un discours souvent qui n'est pas de nature à réunir à favoriser la cohésion sociale. Bon, on comprend que, bon, pour le moment, la radicalisation est là, mais il n'y a pas un parti en particulier qui s'est illustré au point où, en tout cas, bon, il faut peut-être, en tout cas, sanctionner. D'accord. Mais sur les réseaux sociaux, nous voyons effectivement ce discours qui devient très dur, à la limite extrémiste, comme vous l'avez dit, qui appelle au meurtre, qui appelle également à l'intolérance, parfois religieuse, politique et même idéologique, pour peu que vous ne regardiez pas dans la même direction. Le discours il est très fort, avec des vidéos, des directs qui sont, ou des audios qui circulent. Qu'est-ce qu'il faut faire en direction de ces messieurs qui sont sur les réseaux sociaux également? Notre grand problème, c'est que c'est l'impression que j'ai, peut-être je me trompe, j'ai l'impression que notre État n'arrive pas à contrôler les réseaux sociaux. C'est l'impression que j'ai. C'est comme si on n'arrive pas à contrôler les réseaux sociaux, ce qui fait que n'importe qui a peut-être quelques mégas saisit rapidement les sujets, les thématiques qui sont en vogue, et puis bon, il commence à lyncher
En tout cas, il dit de ces choses qui ne devaient pas être dites dans la scène publique. Et là, ce qu'il faut faire, c'est contrôler ces réseaux sociaux. Je n'ai pas dit de contrôler la liberté d'expression, non, c'est différent. Je n'ai pas dit de museler la presse, je n'ai pas dit de museler les leaders d'opinion, les journalistes, non, je n'ai pas dit ça. Mais il faut contrôler ces réseaux sociaux-là de telle sorte que celui qui véhicule une information, au moins que la personne puisse assumer en tout cas la responsabilité de son acte. Sinon, il y a des publications comme ça que, sans le savoir, les gens diffusent, ils partagent, et ces publications sont nocives, en tout cas à notre vivre ensemble. Et bon, malheureusement, ce que les gens aussi doivent comprendre, c'est que les mêmes qui nous combattent sont aussi sur les réseaux sociaux. Et souvent, ils ventilent de ce type d'informations-là. Et malheureusement, nous aussi, on se sert des relais et nous, on partage. Et souvent même, c'est comme s'ils vilipendent certains leaders. Et malheureusement, les gens tombent dans le piège et ils continuent à divulguer. Et là, l'État doit avoir, en tout cas, le point ferme là-dessus pour que si un discours qui appelle au meurtre, par exemple, mais il ne faut pas attendre que la personne, on passe à l'acte avant, en tout cas, de se lever. Vous avez vu avec, en 98 avec Norbert Zongo, si les gens avaient pris les menaces qui pèsent sur Norbert Zongo au sérieux, peut-être qu'ils n'allaient pas mourir. Donc il ne faut pas laisser les faits se passer avant de se lever parce que ce serait trop tard. Et pour moi, quand quelqu'un appelle à tuer sur les réseaux sociaux, forcément cette personne doit être appréhendée et il doit faire face à la loi. On n'a pas dit de museler la presse, on n'a pas dit de museler les leaders d'opinion, mais chacun doit en tout cas travailler dans son domaine avec responsabilité. D'accord, mais c'est que là, ce n'est pas l'action, ça ne semble pas être l'action de... On a l'impression que ce sont des groupes, c'est un groupe ou bien ce sont des personnes isolées, ce qui fait que c'est difficile de cerner la tête, c'est-à-dire on ne sait pas de qui ces personnes répondent ou bien c'est des initiatives personnelles. Quand vous regardez, ça semble être un système organisé ou bien c'est tout simplement des cas isolés. Bon, il y a des cas isolés. Bon, système organisé, comme je suis vraiment scientifique, je ne vais pas, tant que je n'ai pas la preuve, je ne vais pas m'y aventurer. Mais ce que nous constatons, en tout cas, il y a certains qui, sur les réseaux sociaux, vraiment, il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'autorégulation. Bon, toutes les informations, même les plus farfelues, passent. Et là, moi, je pense que c'est à l'État de réguler ça. Et bon, c'est ça aussi, lorsque votre communication, vous avez laissé ça dans les mains de l'extérieur, bon, on a tout privatisé au Burkina Faso. Donc, par conséquent, nous avons les pieds et les mains liés. Et ce qui fait que je me demande si on a cette possibilité-là de pouvoir contrôler au millimètre près, en tout cas, ce qui s'est dit. Mais je pense que avec la collaboration des autres pays, forcément, si les autres pays, notamment même africains, arrivent à réguler ça de telle sorte que s'il y a une information farfelue qui est publiée, la seconde suivante là, bon, en tout cas, tu es interpellé. Si on arrive à le faire une fois, deux fois, ça va dissuader les gens. Puisque bon, vous savez, le respect de la loi commence d'abord par la paix du gendarme. Donc il y en a qui sont dans leur chambre, bon, ils écrivent, bon, et rien ne se passe. Et bon, effectivement, si rien ne se passe, ça se répète. Et ça, là où je ne suis pas d'accord avec peut-être l'État, c'est le fait qu'il y a certains même qui donnent leur numéro de téléphone. Il y en a qui donnent leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone. Qui donnent même là où ils sont. Et ils disent des choses qui ne sont pas de nature, en tout cas, à favoriser la cohésion sociale. Malheureusement, rien ne se passe. Moi, je pense que l'État, tout en étant, j'allais dire, ferme, et tout en étant regardant, bon, tout en respectant les droits, en tout cas, des citoyens, et ça, j'y tiens, l'État doit être ferme. Et on n'a pas dit de couper les réseaux sociaux. Ça, c'est dangereux. Parce que le régime de faim, c'est ce qu'il a eu à faire et voici les conséquences. Donc, on n'a pas dit de couper les réseaux sociaux, mais il faut contrôler. Pour que s'il y a une information farfelue qui est diffusée, que très rapidement, au moins que la personne là reçoive un message pour dire
même si on ne l'a pas arrêté, il reçoit un message qui dit que tel jour, telle date, vous avez publié ça, vous êtes, les textes que vous êtes en train de violer les textes de l'État, et là, si vous ne faites pas attention, voici, vous allez subir les rigueurs de la loi. C'est comme par exemple les sites pornographiques. Il y a des sites, lorsque vous les fréquentez, il y a un message que vous recevez pour dire oui, vous êtes en train de visiter un site et c'est l'atteinte en tout cas à la pudeur publique et vous êtes en tout cas passible d'une peine. Et ça dissuade. Et les pays sérieux, c'est comme ça. Je ne dis pas que notre pays n'est pas sérieux, mais les pays où la technologie est bien développée, cette technologie leur donne des possibilités. Mais il faut travailler à ce que, en tout cas, ces possibilités-là, ça ne soit pas vraiment une liberté absolue. Parce qu'une liberté absolue conduit forcément au libertinage. Et ça n'arrange personne. Et ça n'arrange personne. Et c'est sur ces paroles que nous mettons fin à cette émission parce que le temps qui nous a été imparti est terminé. Merci d'être venu. Merci à vous qui nous avez suivis, madame, messieurs. C'est la fin de cette émission. Nous disons merci à vous tous. Et nous disons merci également à Alphonse Déduit à la radio qui a réalisé cette émission. Nous disons merci également à Joël Ewi qui a réalisé cette émission à la télévision. C'est la fin de cette émission Monde Politique. Nous allons nous donner rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous.